vous apparaissez sur le tapis vert. Nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si certains vous trouvent un peu jojo, oui, le numéro 1, ce sera Sochaux. Allez, Sochaux. Allez, 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 Sochaux. Allez, Sochaux. Allez, 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 Sochaux. De l'animal royal, vous avez le sang bleu. Et les rois du football, c'est vous, c'est merveilleux. On vous a fait confiance, vous nous le rendez bien. Alors ce soir, on tape dans nos mains. Vous remercier et vous encourager. Tous ensemble, décidons de chanter. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On est ensemble de 18h à 19h30 ce soir pour refaire toute l'actualité sportive, bien évidemment au plan national, au plan international aussi et également et surtout, je dirais même, au plan régional. On va parler de tout ce qui s'est passé. On va parler Ligue des Champions, on va parler Europa League, on va parler Ligue 1 avec tous les résultats de cette journée en Ligue 1. On viendra également sur la page consacrée au Football Club Sochaux Montbéliard avec la défaite du côté de Clermont. Et puis on parlera National 2, National 3 avec toutes les rencontres qui ont eu lieu ou pas eu lieu. Vous savez bien pour le moment on est en plein coronavirus, donc beaucoup de rencontres ont été annulées et d'ailleurs d'autres vont être reportées. Elles sont déjà reportées, on va en parler dans quelques minutes. On viendra également sur le handball, car il y a eu des événements du côté du Palais des Sports de Besançon, Gagny-Galouse, avec bien évidemment le Grand Besançon de handball, mais également ce dimanche, la victoire de Palante, on en reparlera. Et puis on s'intéressera également au basket avec le Bezac qui avait un match amical. Je pense que j'ai tout dit, bon il y aura des matchs à gagner pour Racing Besançon Sochaux, la réserve de Sochaux, qui devrait avoir lieu ce samedi, on ne sait pas. Vous savez que la ministre, le gouvernement a donc indiqué que les rencontres seraient reportées. Enfin, toutes les rencontres de plus de 1000 personnes sont interdites en France. Donc il va falloir que les clubs s'organisent pour gérer tout ça et on va en parler. Bonsoir Fred. Salut Fred, bonsoir à tous. Comment ça va ? Oh, ça va. Passé un beau week-end ? Ah oui, avec du foot samedi en plus. Et oui, du foot samedi. Mais Besançon foot, pas le Racing. Pour être oui, précis. oui, le match du Racing était reporté justement. À cause du mauvais temps, pas pour le coronavirus. Oui, c'était pour un terrain détrempé. Le stade des Alouettes à Monceau était... C'est vrai, c'était pas le coronavirus. Non, c'était pas le coronavirus, mais bon, maintenant, on est en plein dans le coronavirus. Et on va en reparler, on en parlera tout à l'heure, justement, quand on parlera des matchs en Ligue 1. Mais moi, ce que je te propose pour le moment, c'est on va revenir un petit coup sur la Ligue des Champions, sur ce qui va se passer cette semaine, avec déjà des matchs à huis clos. C'est parti. Toujours aussi magique cette chanson de justement cette compétition. Et Fred, je pense que tu as suivi un petit peu ce qui va se passer cette semaine. Les matchs, tout d'abord, je vais vous donner les matchs qui auront lieu donc, cette semaine avec Liverpool qui recevra l'Atlético Madrid ce 11 mars à partir de 21h. D'ailleurs, tiens, Fred, si tu as les infos, tu me diras si les matchs justement qui auront lieu à l'étranger, justement, seront l'objet d'un huis clos, car certains pays n'adoptent pas les mêmes choses que ce qui se passe en Italie pour le moment, et puis également en France.
Et il y aura également ce 10 mars Valence qui recevra l'Atalanta Bergame à 21h. Là, je crois qu'il va y avoir. Ah non, ce sera peut-être pas un huis clos parce que c'est en Espagne. Après, on regardera. Tu vas me compléter toutes ces infos. Et donc, le RB Leipzig en Allemagne qui recevra l'équipe de Tottenham à partir de 21h. Les autres rencontres auront lieu la semaine prochaine et on en reparlera d'ici là. Et il y aura le match entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund qui aura lieu donc ce mercredi 11 mars à 21h. Le match sera à huis clos, donc pas de supporters pour cette rencontre, c'est bien dommage. Mais voilà, la santé, il n'y a rien de plus important que la santé. Donc le gouvernement a pris des mesures et puis et c'est la préfecture de police qui est chargée de les appliquer également. La police de Paris, pardon. Oui, Fred, vas-y, dis-moi En Fred. parlant de Ligue des Champions, on peut déjà parler du match de mardi prochain entre la Juventus et le Olympique Lyonnais qui aura déjà qui Sera déjà à huis clos, oui, il n'y aura pas de supporters non plus. Pas de supporters lyonnais. Mais alors, pour Liverpool, Valence et puis Tottenham, dis-nous voir un petit peu si les matchs sont tous à huis clos, parce que moi, j'ai pas vu cette info circuler en tous les cas sur ces différentes rencontres du côté de l'Angleterre. Et puis également du côté de l'Espagne. Et puis du côté de l'Allemagne. Et du côté du Paris Saint-Germain, eh bien, il n'y aura pas de supporters pour cette rencontre. Beaucoup se faisaient forcément une joie d'aller assister à cette rencontre, avec sans doute un gros match. C'est sûr, ça va être compliqué, et même pour les joueurs, hein, c'est compliqué de jouer dans un stade, qui est forcément vide, mis à part peut-être la presse qui sera autorisée à venir justement pour qu'on puisse avoir les impressions et puis les images d'après-match. Alors Fred, est-ce que tu me trouves tout ça? Non? À propos des matchs, si les matchs sont à huis clos également à Liverpool Atlético Madrid, Valence Atalanta Bergame et puis également le RB Leipzig du côté de Tottenham. C'est tout simple pourtant, il suffit de taper Liverpool. Bon allez, c'est pas grave, on passe à autre chose. On va regarder ce qui va se passer en Europa League également, car il y aura des rencontres, ce sera les huitièmes de finale. Avec tout d'abord ce jeudi 12 mars à 18h55, Séville qui recevra l'AS Roma. Il y aura également dans le même temps l'Eintracht Francfort qui recevra le FC Bâle. Istanbul, Başakşehir recevra lui Copenhague. Pareil, jeudi 12 mars à 18h55. Et à 18h55 également, LASK recevra Manchester United. Les autres rencontres auront lieu à 21h. On retrouvera l'Inter Milan qui recevra Retafe. Également Wolfsburg ce 12 mars qui recevra à 21h le Shakhtar Donetsk. Également les Glasgow Rangers qui recevront le Bayer Leverkusen à 21h. Et puis on retrouvera également Olympiakos, tombeur d'Arsenal au tour précédent, qui retrouvera Wolverhampton à partir de 21h. Les autres rencontres des autres huitièmes de finale auront lieu la semaine prochaine, mais on vous en reparlera. Alors Fred, toujours rien? T'as toujours pas trouvé si les matchs étaient à huis clos? Toujours pas? Bon bah laisse tomber, on regardera ça une prochaine fois. On va maintenant poursuivre un petit peu notre tour d'horizon des championnats étrangers avant de parler de ce qui s'est passé du côté de l'Hexagone. On va partir direction l'Angleterre avec la Première Ligue. C'était la 29e journée au programme. Avec les rencontres qui avaient lieu ce samedi 7 mars avec Liverpool qui a peiné face à Bournemouth. Victoire 2-1, mais ça a été compliqué pour les hommes de Jürgen Klopp. Sheffield United continue son bonhomme de chemin en battant Norwich City 1-0. Wolverhampton et Brighton se quittent sur un match nul 0 partout. Arsenal a battu West Ham 1-0. Newcastle est allé battre 1-0 Southampton, un but de Alan Saint-Maximin. Rappelez-vous, ce joueur qui évoluait du côté de l'OGC Nice, qui marque à la 79e minute de jeu. Également Crystal Palace qui a battu Watford 1-0 et Burnley et Tottenham font match nul, un but partout. Chelsea a battu Everton ce dimanche 4-0. Et également Manchester United dans le derby de Manchester a battu Man City 2-0. Il restera une rencontre ce lundi 9 mars. Leicester City recevra Aston Villa à partir de 21h. Au classement, Liverpool toujours en tête avec 82 points, suivi de Man City 57. Leicester City est 3e avec 50 points et 4e Chelsea
avec 48 points. On retrouvera en 5e position Manchester United, 45 points. Et Wolverhampton est 6e avec 43 points. En bas de classement, on retrouve 18e, 19e et 20e Bournemouth, Aston Villa et Norwich City qui ferment la marche avec 21 points. Classement des buteurs en Angleterre, Aubameyang 17 buts, Vardy 17 buts et Mohamed Salah avec 16 buts. On va s'intéresser cette fois-ci à ce qui s'est passé du côté de l'Espagne avec les rencontres qui avaient lieu donc ce vendredi 6 mars déjà en match avancé. Alaves et Valence avaient fait match nul 1 but partout. Ce samedi 7 mars, le Real Mallorca est allé battre Eibar 2 buts à 1. L'Atlético Madrid a été tenu en échec par le FC Séville 2 partout. Le FC Barcelone s'impose difficilement face à la Real Sociedad 1-0 au but de Lionel Messi, 81e sur penalty. Retafe et Celta Vigo 0 partout. Ce dimanche, Osasuna a battu l'Espagnol Barcelone 1-0. L'Athletic Bilbao est allé battre le Real Valladolid 4 buts à 1. Levante et Grenade font match nul 1 but partout. Leganés est allé battre Villarreal 2 buts à 1. Et puis, le Betis Séville a battu le Real de Madrid 2 buts à 1 malgré un but de Karim Benzema à la 45e minute de jeu. C'est tout ce qu'on peut dire sur cette 27e journée dans la Liga, avec en tête le FC Barcelone 58 points, deuxième le Real Madrid 56 points, troisième le FC Séville 47 points, quatrième Retafe 46 points, l'Atlético Madrid lui est 5e avec 45 points et la Real Sociedad est 6e avec 43 points. Et en bas de classement on retrouve 18e et 19e et 20e. Le Real Mallorca, c'est Leganés et puis également l'Espagnol Barcelone qui ferme toujours la marche avec 20 points. Au classement des buteurs, Lionel Messi 19 buts, Karim Benzema 14 et puis Pérez d'Alaves avec 11 buts également. Direction l'Italie cette fois-ci, le Calcio, avec les rencontres qui avaient lieu ce samedi 7 mars et ce dimanche 8 mars avec des rencontres reportées. Spal Ferrara et Cagliari a été reporté, tout comme l'Atalanta Bergame, Lazio de Rome. Et les rencontres qui avaient lieu, c'était ce dimanche avec Spal Ferrara qui est allé battre Parme 1-0, également la Sampdoria de Gênes qui a battu Hellas Vérone 2 buts à 1. Milan AC a été battu sur son terrain par le Genoa 2 buts à 1. Et puis l'Udinese et la Fiorentina 0 partout. Et la Juventus de Turin, dans le gros match de cette 26e journée, a battu l'Inter de Milan 2-0. Une rencontre qui est prévue ce soir, ce lundi 9 mars. Sassuolo recevra Brescia à partir de 18h30. Alors là, par contre, il doit y avoir une petite erreur parce que je vois que Spal Ferrara... non, ça c'était la 26e journée, oui, la 27e journée, d'accord. C'était la prochaine fois, donc c'est des matchs qui sont déjà reportés. Au classement, la Juve est en tête avec 63 points, deuxième la Lazio de Rome 62 points, troisième l'Inter Milan 54 points, quatrième l'Atalanta Bergame 48 points. Et en bas de classement, on retrouve 18e, 19e et 20e, Lecce, Spal Ferrara et Brescia. Et au classement des buteurs, Immobilier de la Lazio de Rome est en tête avec 27 buts, suivi de Cristiano Ronaldo de la Juve avec 21 et Lukaku est troisième avec 17 buts. Direction l'Allemagne cette fois-ci avec les matchs qui avaient lieu ce week-end pour cette 25e journée qui commençait ce vendredi 6 mars avec le FC Cologne qui est allé battre Paderborn 2 buts à 1. Ce samedi, le Bayer Leverkusen a battu l'Eintracht Francfort 4-0. Schalke 04 et Hoffenheim se quittent sur un match nul 1 but partout. Wolfsburg et le RB Leipzig font match nul 0 partout également. Et puis Fribourg a battu l'Union Berlin 3 buts à 1. Le Hertha Berlin et Werder de Brême se quittent sur un match nul 2 buts partout. Le Borussia Dortmund, à quelques jours de se déplacer du côté du Parc des Princes, est allé battre Gladbach 2 buts à 1. Le Bayern Munich a battu ce dimanche Augsbourg 2-0 et Mayence et le Fortuna Düsseldorf font match nul 1 but partout. Et au classement, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que le Bayern Munich est toujours en tête avec 55 points, suivi du Borussia Dortmund 51, troisième Leipzig avec 50 points, Leverkusen est quatrième avec 47 points et Gladbach est cinquième avec 46 points. En bas de classement, on retrouve 16e, 17e et 18e, le Fortuna Düsseldorf, Werder de Brême, Paderborn qui ferme la marche avec 16 points. Au classement des buteurs, Lewandowski, le Munichois, on est à 25 buts, suivi de Werner du RB Leipzig avec 21 buts, et puis Sancho du Borussia Dortmund avec 14 buts. Je crois qu'on a terminé notre petit tour d'horizon. Alors des infos, Fred, sur justement les rencontres en Ligue des Champions. T'arrives pas à trouver ? Qu'est-ce qui se passe là ? L'ordinateur il rame, il bug ? Oui, ça on le sait, PSG Dortmund, mais ça serait bien. Ça serait bien. Bergame qui jouera demain sera à huis clos.
Valence, l'Atalanta Bergame, c'est déjà à huis clos. Ok. Bon, bah, voilà, qui aura lieu demain. Donc, d'accord, et ben ce sont des infos, mais normalement, tu après, devrais les trouver facilement quand même. Oui, mais il faut bien regarder les bons sites. Ah bah, faut bien regarder les bonnes équipes, oui, c'est mieux. Et les bons c'est sites, mieux. parce que l'équipe, Bon. ils ne mentionnent pas des matchs qui sont... Oui, bon, bah c'est bon, on a vu qu'on avait le PSG, voilà, PSG Dortmund qui était à huis clos. Concernant les deux clubs français, ils seront tous les Oui, deux à huis clos. Tout à fait. Et puis, comme tu l'as dit, Valence, Atalanta, Bergame sera également à huis clos. Eh bien, je te propose de passer à la Ligue 1 cette fois-ci. Non, pas avant de parler Ligue 1, on va parler un petit mot de Coupe de France quand même, parce qu'il y a eu des résultats la semaine dernière. Oui, c'était les demi-finales. Bon, tu as vu ça alors? Ouais, donc, j'ai tu es capable de me regardé, dire qui est en finale là? Ah bah oui. C'est Allez. le Paris Saint-Germain, une nouvelle fois. Oui. Qui a battu Lyon 5-1? Oui, j'ai regardé le match aussi. Oui, bah, comme beaucoup de monde, hein, comme nous tous. Et puis après. J'ai comme une petite idée sur l'expulsion du Lyonnais sur le penalty. Alors, oui, on peut en reparler, c'est vrai. Ouais. Le penalty est pour moi légitime. C'est flagrant, quoi. Il est flagrant, il n'y a rien d'autre. Par contre, l'arbitre n'est pas obligé de mettre ce carton rouge. Je pense C'est un deuxième carton jaune. Oui, c'est un deuxième carton. Oui, c'est ça. C'est un deuxième carton jaune. Donc, il n'est pas obligé de le mettre. Je pense qu'il faut un petit peu de pédagogie. C'est quand même fusé un peu dans les réseaux sociaux après que l'arbitre ait mis un rouge à un Lyonnais. Du côté lyonnais, ça n'a pas. Bah, disons que oui, il a sorti. Ils n'ont pas trop. Bah, disons que ça tue le match. Forcément, quand tu es face au Paris Saint-Germain, franchement, Paris n'a pas besoin d'être plus nombreux, d'être à 11 sur le terrain. Puis l'équipe adverse, quand elle est à 10, bah, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué. Ça a été très compliqué pour les Lyonnais. Mais c'est un peu dommage parce qu'ils étaient dans une bonne phase, les Lyonnais. Je trouvais que dans le match, ils étaient quand même pas mal. Et c'est vrai que ce deuxième carton rouge et cette expulsion a fait beaucoup de mal à cette équipe. Deuxième carton jaune, tu veux dire. Voilà, deuxième carton jaune, pardon, a fait beaucoup de mal à cette équipe de Lyon. Et forcément, après, pour revenir, c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, et alors, l'autre club Rennes n'aura pas sa revanche de la saison dernière puisque c'est Saint-Etienne qui se qualifie. Combien, le score euh, Tu ne sais plus. Non, je ne sais plus. J'ai un trou là. C'est pas un 0. Non. Ah. J'ai un doute. Alors C'est d'être à 0. Oui, c'est un 0. But de... Euh... Ah, tu ne sais plus non plus. Bah, T'as regardé le match et tu te rappelles plus? Bah là, t'as pas le droit. C'est jeudi, hein. Attends. Oui, mais t'as pas le droit de te tromper là. C'est pas possible. Tu peux pas te tromper là. En plus, c'est un ancien socialien. Ah oui. Oh, monsieur Fitch. Voilà. Voilà, et c'était pas 1-0, c'est 2-1. Oui. Donc voilà, monsieur Fitch, vous prendrez votre salaire en sortant. Vous Bah, êtes viré. De toute façon, on n'est pas. On va pas faire On n'est pas payé, non, c'est vrai. Ça serait pas mal, hein. Mais pour le moment, on ne l'est pas. C'est leur première finale depuis 1982, d'ailleurs. Exactement, ça a été de la folie, coronavirus ou pas. Ils se sont tous retrouvés au milieu, au milieu du stade Geoffroy Guichard, mais forcément, c'est un moment. Est-ce qu'on peut faire un petit débat? Est-ce que ça pourrait peut-être sauver la saison des Verts qui peinent en championnat Alors déjà, il faut qu'ils se sauvent en Ligue 1, parce qu'il n'y a rien de fait. Parce qu'à la finale du 26 avril contre le PSG, déjà, c'est déjà bien d'aller en finale de Coupe de France, mais... Non, c'est vrai qu'il faut déjà qu'ils se sauvent en championnat, c'est important. Ça peut sauver leur saison, forcément, s'ils viennent à battre le Paris Saint-Germain, ce que je leur souhaite, bien évidemment. Rennes la saison dernière. Oui, bien sûr. Rennes a bien battu le Paris Saint-Germain la saison dernière, il n'y a pas de raison. Le Paris Saint-Germain est forcément une grande équipe, mais... Déjà, alors, est-ce qu'à cause du coronavirus, soit le Stade de France sera vide, ou tout simplement décalé. La finale a lieu après le 15 avril, donc là, le gouvernement a pris cet arrêté donc d'interdire les manifestations de plus de 1000 personnes jusqu'au 15 avril. Après le 15 avril, on ne sait pas. J'espère qu'ils vont trouver vite. Le Stade de France, il sera plein ce jour-là. J'espère qu'ils vont vite trouver ce vaccin pour soigner le coronavirus et pour soigner surtout tous les gens. Sport, mais on est obligé d'en parler un peu aussi. Tous les gens qui sont victimes de cette maladie. Pour le moment, on espère qu'ils vont vite être soignés et puis. Donc. Leur première finale pour les Verts après 40 ans après leur dernière. Oui, exactement. Donc c'est sûr que c'est un bon moment quand on va au Stade de France. Forcément, on a connu ça avec Sochaux, on a connu ça avec d'autres équipes également. C'est toujours un grand moment. Pratiquement tous les grands clubs sont passés par le Stade de France. Oui, et puis surtout après, ça va rejaillir sur le championnat parce que comme Paris est qualifié, le Paris Saint-Germain est qualifié pour les deux coupes, les 5e et 6e places en championnat
vont sans doute devenir, si On le va dire déjà que PSG... le Paris Saint-Germain est déjà qualifié d'office pour la prochaine Ligue des Après, Champions. si le PSG Déjà. remporte les deux coupes, parce qu'il faut encore que le Paris Saint-Germain remporte les deux coupes, si jamais il les Contre remporte, Lyon en finale de Coupe de la Ligue déjà. si jamais il les remporte, eh bien, en tous les cas, les 5e et 6e places rappelle- pouvaient être qualificatifs pour justement une Coupe d'Europe, donc ça va être important. On rappelle qu'ils affrontent Lyon en finale de Coupe de la Ligue au passage aussi. Et oui, bah justement, c'est ce que je disais. C'est ils leur sont- 4e match de la saison entre les deux clubs déjà. Bah, peut-être que Lyon prendra sa revanche à cette occasion. On leur souhaite sait. aux Lyonnais. Et puis également, on va maintenant on va se diriger vers la Ligue 1. On va revenir sur ce qui s'est passé. On reste en France. Et bien évidemment, on ne va pas très loin. On va se regarder ce qui s'est passé justement avec la 28e journée de Ligue 1. Mais avant ça, on va être un peu galant quand même. Oui. Honneur aux dames aussi un petit peu. Honneur aux dames. Mais on va juste donner les matchs qui auront lieu ce samedi 14 mars, s'il n'y a pas Donc ce de huis week-end. clos. Oui, ce sera la 17e journée donc en division 1 Arkema. Alors, on retrouvera les affiches suivantes. Une grosse affiche déjà, à 14h30, samedi 14 mars. Le Paris Saint-Germain recevra l'Olympique lyonnais. De toute façon, toutes les rencontres auront lieu à 14h30. Alors, huis clos ou pas huis clos, après, il faudra bien regarder suivant où vous allez suivre votre équipe. Bordeaux, on retrouvera Bordeaux-Metz, également Montpellier-Marseille, le Paris FC Guingamp, Dijon qui recevra Fleury, et puis Reims également qui recevra Soyo. Donc ça, ce sera ce samedi 14 mars pour la division 1 Arkema. Maintenant, je vous propose de nous diriger vers la Ligue 1 et puis voir ce Vers qui les s'est passé. garçons. Exactement, voir ce qui s'est passé sur cette 28e journée. Alors, on est obligé de donner quelques bonjours parce qu'il y a David Cerf qui m'écrit sur le Facebook live de l'émission. Vous pouvez nous retrouver en live, vous allez sur mon mur Frédéric Chevassu et puis vous avez en direct l'émission David Cerf qui me dit bonjour Paille. Oui, Stéphane Paille qui était mon idole, c'est vrai, du côté de Sochaux et puis qui est venu entraîner aussi le Racing Besançon que Fred a bien connu et d'ailleurs on a une grosse pensée, nos pensées vont vers lui en ce moment et puis il nous manque beaucoup. On va maintenant regarder ce qui s'est passé en Ligue 1 et puis on va déjà démarrer avec la rencontre qui avait lieu ce vendredi. Oui Fred, tu voulais me dire quelque chose ? Oui, alors on parlait tout à l'heure de la finale de la Coupe de la Ligue entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais, qui aura lieu le 4 avril. Et ben ce sera à huis clos, le fameux match de finale de Coupe de la Ligue. Bon, maintenant, on le sait, tout va être sans doute à huis clos. On va voir les matchs se dérouler devant notre télévision. Mais forcément, il y a un gros problème de santé, comme on le disait, avec le coronavirus. Donc, il faut prendre des mesures, ce qu'a fait le gouvernement. Eh bien, on vous annoncera au fur et à mesure les matchs reportés. Donc, Fred, si tu as d'autres matchs, n'hésite pas à m'interrompre. On va se diriger, comme je le disais, du côté du stade Vélodrome pour suivre la rencontre entre Marseille et puis également Amiens. Amiens pas très bien en championnat. Et puis c'est pourtant l'Olympique de Marseille qui va marquer dès la 45e minute de jeu par Morgan Sanson, imité quelques minutes, 12 minutes plus tard par Dimitri Payet, 57e minute de jeu. Marseille mène alors 2-0. On se dit que la victoire se dessine pour cette équipe, pour les hommes d'André Villas-Boas, avant qu'Amiens ne se réveille en fin de match avec un penalty transformé par Guirassy, 83e minute de jeu. Et puis également Saman Ghoddos, qui lui à 90e minute de jeu égalise pour cette équipe d'Amiens qui prend un point inespéré. Et je vous propose d'écouter les réactions d'André Villas-Boas qui lui revient sur les changements qu'il estime. Il a raté ses changements, c'est ce qu'il dit. Et Lucas Elsner, lui, il est plutôt fier de ses joueurs car à 20 minutes de la fin, on était mené et on revient à égalité. On ne lâchera rien. C'est ce que dit le coach d'Amiens. Non, parce qu'on gagne plusieurs points à l'extérieur. C'est évidemment pour le public, pour l'appui qu'on a.
pour avoir 2-0, pour avoir tous dans notre main et laisser échapper, c'est ça. C'est précisément ça. Après, tous les matchs sont difficiles. On a pris un point à la maison. Si tu me donnes un point contre Nantes, je le prends tout de suite. Mais bon, évidemment, c'est la façon qu'on a perdu cette match parce qu'on l'a perdu dans les transitions. On a perdu le ballon, on a commencé à perdre le ballon, le contrôle du match et on a donné la chance à un adversaire qui est fort dans les transitions de faire son mieux. Et ils ont fait. Ils nous ont tués quand le 2-2. Bon, je ne veux pas discuter les changements parce que je pense que j'ai jamais fait. Je pense que je te dis sincèrement, je pense que j'ai raté sur les changements. Parce que j'ai changé un peu la ligne défensive et je pense que j'ai pas besoin. Mais jusqu'avant ce changement, on avait pris un coup. J'ai décidé de changer. C'est pas la faute de Sakai évidemment, ni Thauvin, ni Max Lopez. C'est ma responsabilité. De toute façon, c'est mes choix. J'ai fait ce changement parce que Valère était bien, il était important toujours sur les coupes arrêtées. L'autre jour, j'ai changé la zone contre Nîmes. C'est vrai que le but de Nîmes, le 3-2, passe au-dessus de la zone, mais bon, ce sont des choses comme ça qu'on doit analyser. Je veux pas. Comme ils sont forts dans les ballons arrêtés, je ne veux pas changer les mecs de la zone qui étaient Dario et Valère. Et c'est pour ça que j'ai laissé Valère dans la surface et je l'ai changé côté parce que je l'ai trouvé bien. Et bon, c'est ça. Thauvin, il a eu aussi peu de chance pour faire son but. C'est son premier match. Ça, c'est peut-être la bonne nouvelle de cette soirée-là, qu'il fait son retour et elle peut nous aider pour le reste du championnat. Oui, je pense que c'est important, notamment la prestation dans sa globalité, même si on a été mené 2-0. Et puis surtout le fait que dans notre posture à 19e, et ça fait un moment qu'on n'a pas gagné au Vélodrome, perdre 2-0 à 20 minutes de la fin, et de ne pas abdiquer, j'ai trouvé ça extrêmement important. J'ai été très fier de l'équipe ce soir, des joueurs ce soir, et j'ai vu dans des regards que peu importe le résultat, on se battrait jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte de sueur. Et c'est ce qui nous a permis de retourner un petit peu la situation, de prendre un point au Vélodrome. Donc voilà, beaucoup de fierté. Et puis en même temps, dire ce genre de scénario, nous l'avons déjà connu, nous l'avons déjà joué, nous avons réussi à mettre en difficulté les très grands du championnat. Le défi pour nous, c'est que faire et comment le faire quand Angers va venir jouer à la maison. C'était Lucas Elsner, l'entraîneur de cette équipe d'Amiens, qui a donné son sentiment après cette rencontre. On va maintenant ne pas se diriger normalement, on devait aller du côté de Strasbourg ce samedi à 17h30, mais la rencontre entre le Racing Club de Strasbourg et le Paris Saint-Germain a été reportée à une date ultérieure suite au coronavirus, comme on vous disait tout à l'heure. À partir de 20h, il y avait d'autres rencontres au programme. On va tout d'abord regarder ce qu'il s'est passé dans le derby azuréen entre l'OGC Nice et l'AS Monaco, avec tout d'abord Monaco qui ouvre la marque par Wissam Ben Yedder, 32e minute de jeu, avant que le Hollandais, en tout cas le joueur de l'OGC Nice, Kasper Dolberg, 59e minute de jeu, n'égalise pour cette équipe de l'OGC Nice. Et après, sur un bon centre, une superbe inspiration, de nouveau Kasper Dolberg qui marque un doublé, une superbe petite pichenette. Franchement, un superbe but, allez le voir si vous ne l'avez pas encore revu. Et ça offre la victoire à cette équipe, aux hommes de Patrick Vieira. Patrick Vieira, que l'on va écouter, il dit simplement les joueurs sont allés la chercher, cette victoire. Et vous allez voir du côté de Monaco également, Thiemoué Bakayoko qui lui dit on n'a pas tous assez fait les efforts lors de cette rencontre. On les écoute tous les deux. On a vu beaucoup de joie à la fin du match. On a vu une célébration. On avait l'impression que c'était toute l'anxiété, tout le stress qui sortait après cette victoire. Ou est-ce que c'est juste le scénario ? C'est le scénario, c'est le stress. Ça a été un match très compliqué pour nous. On a beaucoup souffert en première période pour trouver de l'espace pour pouvoir jouer. À l'arrivée, on s'est accroché, on a fait 2-3 changements qui nous ont permis de créer un peu plus d'espace. À l'arrivée, on a été vraiment chercher cette victoire.
Et je suis vraiment très très heureux pour les joueurs parce qu'ils ont pas baissé les bras, ils ont continué à presser, ils ont continué à jouer malgré les difficultés. Et à l'arrivée, on a été récompensés de nos efforts. On a vraiment vu deux visages de votre équipe ce soir, une première mi-temps, une deuxième mi-temps avec Danilo qui monte. C'était la vraie solution? Oui, ça a été très compliqué en première mi-temps. L'équipe de Monaco nous a posé énormément de problèmes, on a eu du mal à jouer. Et après, quand on a été un peu dans la difficulté, on a perdu beaucoup de confiance, on n'a pas pris énormément de risques. Mais c'est vrai qu'avec ce changement de Christophe qui est rentré, Danilo qui passe au milieu de terrain, ça nous a redonné un peu plus d'énergie. Et après, sur les côtés, on a réussi à créer le 2 contre 1. On a été un peu plus dangereux. Mais c'est vrai que ce soir, je suis vraiment très très content pour les joueurs parce que cette victoire, ils ont été la chercher et ils l'ont méritée. Sur les derniers matchs, on marquait en premier, on se faisait toujours égaliser. Aujourd'hui, il y a une défaite derrière. Il y a beaucoup de déceptions, c'est difficile à expliquer. Je pense que quelque part, on n'en fait pas tout ça assez. À partir du moment où tu finis le match à 10, il y a les nerfs qui montent. Tu as l'impression que tu fais pas ce qu'il faut. Tu fais énormément d'erreurs techniques, tactiques aussi. Donc il y a de la frustration. Il y a des êtres humains, on peut s'énerver un peu, mais il faut rester dans le match. Je pense qu'on n'a pas réussi à le faire ce soir et on repart avec 0. On repart avec 0 points, c'est ce que disait Thiemoué Bakayoko. On va maintenant se diriger vers Angers qui recevait Nantes. C'était aussi un autre derby. Et victoire des Angevins 2-0. Au début de signé Bobichon, 48e minute de jeu. Et Romain Thomas, 53e. Ça suffit au bonheur des Angevins qui battent, bien sûr c'est toujours important, une victoire dans un derby. Et c'est chose faite pour les hommes de Stéphane Moulin. On va l'écouter justement Bobichon qui lui dit Nantes me réussit assez bien. Je crois qu'il en est à 3 buts contre cette équipe de Nantes et il est forcément content pour son équipe. Et puis du côté de Nantes, on va écouter Imran Louza. Il va falloir réagir sur le prochain match, c'est ce que dit le joueur de Nantes. Bon, Antonin, vous n'êtes pas prêt d'être transféré au FC Nantes. Hein. Non, c'est vrai que ça fait 3 buts contre eux en Ligue 1, ça fait 2 cette saison, donc on en a rigolé, il faudrait qu'on joue tous les week-ends contre le FC Nantes, peut-être que ça me porterait bonheur. C'est une super performance pour les Angevins, pour l'histoire du club, de battre 2 fois les Nantais, pour l'histoire de cette saison aussi, ça vous replace dans des eaux où vous avez vu très souvent en début de saison notamment. On sentait l'importance de cette victoire pour vous, pour le club. On a vu des super images de Communion à la fin du match. Oui, c'est vrai que déjà c'est un derby, donc ça fait du bien à tout le monde, à tous les supporters, à tout le club. Voilà, le coach nous avait pas mis en garde, mais on n'avait jamais battu le FC Nantes 2 fois dans la même saison, donc c'était un petit objectif. C'est fait, c'est un petit plaisir personnel, on va dire collectif. Et puis surtout, voilà, ça nous fait une 3e victoire consécutive. C'était le derby ce soir, donc c'est une soirée quasi parfaite. Un petit mot sur votre but. On peut pas mieux la mettre, hein, globalement. Je la vois pas bien partir. Je la vois juste finir sa course. Je la vois taper le poteau intérieur, il me semble, ou très petit filet. Donc voilà. Au sol, c'est aussi très dur pour les gardiens. Donc ça m'a souri ce soir et c'est top parce que ça permet à l'équipe de faire un bon match ce soir. On a eu une première mi-temps avec on a essayé de jouer. Après ça a été compliqué. Ça a été plus compliqué en deuxième de poser le ballon et de jouer notre jeu. Après on prend ce premier but rapidement et puis ça enchaîne derrière. On n'a pas su réagir. Non, c'est des périodes. Maintenant c'est à nous de vite réagir, notamment la semaine prochaine à la maison. Voilà, c'est comme j'ai dit, c'est à nous de se parler, de prendre les choses en main et puis vite réagir. Après c'est comme ça, on fait des bons matchs, on fait des moins bons matchs. Voilà, on a fait un bon match à Marseille, on va pas l'oublier. C'est à nous d'essayer de faire la même chose sur des matchs comme ça. Maintenant on a un manque de solutions, d'agressivité et de combativité. Ouais, c'est un moment de bascule. Ça dure depuis assez longtemps maintenant. Voilà, le temps il passe, on perd certains matchs alors qu'on peut aller chercher quelque chose, c'est dommage. Maintenant on va pas relâcher, on va essayer de se battre parce qu'on sait que c'est toujours ouvert pour nous. Voilà, on va essayer de réagir et puis
Et puis pourquoi pas aller chercher quelque chose déjà sur les prochains matchs et puis pourquoi pas en fin de saison. Pourquoi pas en fin de saison, c'est ce que dit Imran Louza. On va maintenant se diriger pas très loin de chez nous, du côté du stade Gaston Gérard. Oula, il y a du Larsen. C'est bizarre, il n'y a rien de particulier. Donc oui, il y a des petits soucis aussi. On a quelques petits soucis également ici avec notre petite table de mixage qui a bien du mal avec le son. Voilà, on va régler un petit peu. On va régler les boutons et c'est parti. Et oui, on est obligé de tout faire. On n'a pas d'assistant technique ici. On fait tout en même temps. On va maintenant se diriger, comme je le disais, direction Gaston Gérard, du côté du DFCO qui recevait l'équipe de Toulouse. Toulouse dernière en Ligue 1. Et puis ça va bien se passer pour les hommes justement de Stéphane Jobard, avec tout d'abord Emza Mendy, 40e minute de jeu, qui ouvre le score pour Dijon, mais une minute plus tard, c'est Boigard pour Toulouse qui égalise. Et puis ensuite, en fin de partie, c'est Naïf Aguerd, 53e minute de jeu, qui offre le deuxième but au DFCO et qui est surtout synonyme de victoire. Et je vous propose d'écouter la réaction de Stéphane Jobard qui lui dit il y a encore du chemin pour le maintien, ce n'est pas fini. Et puis Baptiste René également, l'ancien gardien de cette équipe du DFCO, aujourd'hui à Toulouse. Il va falloir actionner le levier fierté. Ouais, on s'est surtout concentré déjà sur notre match contre un adversaire direct. Ça n'a pas été simple ce soir. Et c'est seulement effectivement après qu'on rentre au vestiaire, on regarde un petit peu ce qui se passe. Et voilà, il y a plusieurs équipes à la bagarre pour se maintenir en Ligue 1, dont on fait partie aussi. C'est bien, on a bien lancé cette dernière ligne droite, mais il y a encore du chemin. Au but du 2-1, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous vous dites quoi et qu'est-ce que vous dites à vos joueurs? Enfin, parce que je pense qu'on avait réussi à lézarder l'édifice toulousain pour marquer ce premier but. Et l'égalisation rapide nous a fait mal. Je pense qu'elle a impacté un peu les joueurs psychologiquement. Et on avait prôné la patience en deuxième mi-temps pour faire la diff. Et quand le but est arrivé, c'était un grand soulagement. Après, je trouve qu'on n'a pas su trop bien gérer. On ne sait pas si on devait maintenir ce score ou creuser l'écart. On était un petit peu pris entre deux feux. On a tenu le coup jusqu'au bout. C'est ce que j'allais vous demander parce qu'un Malfitano entre avec une envie débordante, tout le temps a envie d'aller de l'avant. Et puis certains de ses coéquipiers qui étaient là depuis le début du match, au contraire, jouer derrière et repasser. C'était assez complexe à gérer, j'imagine aussi pour vous. Oui, exactement, parce que l'idée c'est quand même toujours de prendre le jeu vers l'avant et puis de porter le danger chez l'adversaire. Après, je pense que quelques joueurs ont pris un petit coup de mousse et physiquement on était un petit peu entamé. Donc on avait un niveau de forme disparate. On s'est un peu distendu, mais malgré tout, les valeurs du groupe ont fait la diff pour maintenir le score. Baptiste, bon, c'est encore une défaite, on va pas revenir là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut tirer de positif ce soir malgré ça? Je pense que par moments, on a été bon, on a fait des belles séquences de jeu. On a su pas se procurer des situations, mais voilà, il nous manquait la dernière passe, mais on a su ressortir des ballons proprement. On a montré qu'on était quand même serein, balle au pied. Après, c'est dommage ce soir de encore une fois repartir avec une défaite. Il y a une envie toujours de construire du jeu, on le voit, ça part de vous, plutôt que de dégager loin devant, balancer des longs ballons. Il y a une vraie volonté de jouer encore. Ouais, c'est vrai qu'il y a cette volonté-là. Après, c'est dommage que dans la dernière ou l'avant-dernière passe, on ne soit pas aussi juste qu'on l'a été jusqu'auparavant. Mais voilà, ce soir, on paye encore. On prend deux frappes cadrées, il y a 2 buts, donc c'est vraiment frustrant et rageant. Il se dit quoi dans le vestiaire pour garder encore de l'espoir, un infime espoir, mais aussi de l'envie de continuer et de se battre jusqu'au bout? Maintenant, il va falloir actionner le levier de la fierté, parce que c'est pas gratifiant d'enchaîner les défaites comme ça. On est touché dans notre orgueil, donc il nous reste 10 matchs. Maintenant, il va falloir jouer ces 10 matchs à fond. Il va falloir se dire que ouais, on est peut-être en Ligue 2, mais il va falloir pas finir sur une note aussi négative que ça. Baptiste René en Ligue 2, c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible, comme il le dit. Bon, on ne le souhaite pas, bien sûr, pour cette équipe de Toulouse. C'est toujours compliqué. Quand on descend en Ligue 2, on en sait quelque chose. On va maintenant s'intéresser aux autres rencontres on va du côté du stade Saint-Symphorien où l'équipe de Metz recevait les Crocodiles de Nîmes. Et puis finalement, donc, victoire des hommes de Vincent Ognon, 2-1. Alors, il ne fallait pas être en retard. Dès la 7e minute de jeu, Opa Nguet marque le premier but pour cette équipe de Metz. Et c'est Lucado qui va réagir à la 49e minute de jeu pour Nîmes, 1 but partout. Et c'est finalement en fin de partie John Boy,
81e minute de jeu qui va donner un avantage plus conséquent, 2-1, et surtout la victoire et les 3 points à cette équipe de Metz qui en a forcément besoin. Et puis on va justement écouter les réactions du côté de Vincent Ognon, c'est du côté de Metz, l'entraîneur messin, qui lui dit qu'il a aimé le contenu et surtout la manière dont la victoire est arrivée ce soir. Et puis également Bernard Blacard, pour lui Metz a été meilleur qu'eux dans l'intensité. Vincent, pour commencer, félicitations, 7 points d'avance sur le barragiste, l'adversaire du jour. Il y a un grand pas quand même de fait vers le maintien. Non, je peux pas dire que c'est un grand pas, je suis pas d'accord. C'est un pas, c'est une victoire qui compte, 3 points sur un adversaire direct, c'est important. La manière surtout, déjà, m'a beaucoup plu. Je crois que c'est une victoire amplement méritée. Mais c'est loin d'être fait encore. Et il faut rester concentré, voilà, humble. Je pense que cette équipe de Nîmes est peut-être à 7 points, mais on a vu qu'elle était capable de faire des séries. Et nous, on ne veut pas regarder tout le temps ce que va faire Nîmes. On veut avancer par nous, on veut prendre des points nous et continuer à faire progresser cette équipe, qui est notre équipe en tout cas, qui est en progrès, je trouve. Et voilà, j'espère continuer à la faire avancer. Bernard Blacard me disait là, il y a quelques minutes, ils ont été meilleurs que nous, ils ont su mettre plus d'intensité dans cette rencontre. C'est évidemment là-dessus que vous avez appuyé parce que c'était un adversaire direct. L'intensité, c'est toujours important dans le football de haut niveau, c'est prépondérant. Et ce soir, on a su en mettre, on a des qualités pour en mettre, mais on n'a pas fait que ça. On a su aussi mettre du jeu, bien utiliser l'espace que cette équipe nous laissait, parce que c'est une équipe qui est quand même assez joueuse aussi par moments, et qui nous laissait des opportunités qu'on a su saisir. Mais le seul regret, c'est qu'on arrive à l'habitant à 1-0 et que voilà, sur un coup de pied arrêté, le match est complètement relancé. Donc il faut s'en servir, tirer des leçons, apprendre à tuer les matchs plus tôt. Mais bon, il faut surtout conserver cet état d'esprit, cette volonté de progresser. Oui, mais on n'a pas fait un grand match. Metz a été meilleur que nous ce soir, donc voilà, on peut regretter, de peut-être pas avoir bien joué certains contres un partout. On a eu quelques très bons ballons de contre, on les a mal exploités. Voilà, Metz a dominé ce match, je pense a mérité sa victoire. C'était pas un grand soir pour nous. Comment vous expliquez les deux visages de votre équipe? Parce que les 2 entames de mi-temps ont été bonnes, et puis derrière, il y a eu un trou. Ouais, la première mi-temps, ça a duré 5 minutes, pas plus. On fait une grosse faute, on rentre bien dans le match, on tire 3 fois au but dans les 5 premières minutes. Mais bon, on perd un ballon bêtement, et puis on prend ce but un peu comme contre Marseille, un ballon perdu dans notre camp, ça fait très très mal. Et puis après, on s'est désorganisé un petit peu. Metz nous a pris en contre. En revenant au score, il me semblait qu'on avait fait le plus dur parce que je pensais que Metz allait s'ouvrir un petit peu. Et puis on n'a pas su exploiter les 2-3 bons ballons de contre qu'on a eus. Voilà, et je les ai trouvés bons et ils ont mis de l'intensité. Voilà, ça fait difficile, soirée difficile pour nous. Soirée difficile pour les hommes de Bernard Blacard. On va maintenant se diriger vers Reims qui recevait le Stade brestois. Un seul but dans cette rencontre. Il est l'œuvre de El Bilal Touré, 37e minute de jeu, 1-0 et surtout 3 points pour l'équipe de David Guillon. David Guillon qui lui revient sur l'expulsion qui a contrarié son équipe. Et puis Brendan Chardonnay, c'est du côté du Stade brestois. Il revient sur le penalty raté et il dit simplement à l'entraînement cela rentre, mais après en match c'est toujours une autre histoire. On a fait une très bonne entame de match avec 20 minutes de haut niveau, avec surtout des occasions très très nettes de notre part. Malheureusement on n'a pas ouvert le score et c'est paradoxalement les Brestois qui auraient pu le faire avec ce penalty que Rachko a brillamment arrêté. Ensuite, on a mené au score, ce qui était une bonne chose pour mon équipe. Ensuite, en deuxième mi-temps, on avait prévu de laisser un petit peu plus le ballon aux Brestois. Et nous l'avons bien fait, mais ensuite, on a eu cette expulsion qui nous a un petit peu contrarié. On a fini le match avec un état d'esprit exceptionnel, que ce soit les entrants ou les garçons qui étaient encore sur le terrain, et avec les valeurs dont on connaît du Stade de Reims. Donc voilà, je suis vraiment très satisfait de cette victoire sur l'ensemble du match.
Pour la spécificité des pénaltys, on va être obligé de vous poser la question. C'est le 5e pénalty pour Brest cette saison en Ligue 1 et il y en a eu 4 de ratés. C'est assez rare pour voir ça. Est-ce que vous avez une explication? Non, pas d'explication particulière parce que on en frappe un peu aux entraînements. Ça passe souvent. Voilà. Après, la vérité de l'entraînement n'est pas la vérité du match. Et c'est vrai que les pénaltys, déjà, c'est bien de s'en procurer, mais ce serait mieux de les mettre parce que ça peut vraiment nous aider dans une soirée comme ça où on n'a pas beaucoup d'idées offensivement. Et avoir un pénalty en première mi-temps et le louper, ça fait vraiment mal. Et ça change la donne aussi dans le match? Oui, bien sûr. Bien sûr. On a bien vu que le match était un peu endormi et une fois qu'on a loupé ce penalty, le public s'est mis à pousser derrière eux et on les a sentis aussi, revigorés. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude du côté du Stade brestois parce que vous avez 34 points, la marge elle est quand même assez importante sur les poursuivants, mais le calendrier s'annonce un petit peu compliqué. Inquiet, oui et non. On n'est pas inquiet parce que voilà, vaut mettre dans notre position que dans la position de derrière, on a 34 points. Les 34 points sont pris, ils sont plus à prendre. Maintenant, on sait qu'on a un calendrier très costaud au mois d'avril et au mois de mai. Donc, ça serait bien de prendre des points au plus vite pour pas se faire peur en fin de saison. Faut prendre des points, comme le dit Brendan Chardonnay, forcément, pour avoir une fin de saison un petit peu plus tranquille. On va maintenant se diriger vers les rencontres qui avaient lieu ce dimanche 8 mars, avec toujours pour le compte de la 28e journée, avec l'Est Saint-Etienne qui s'était qualifié dans la semaine pour la finale de la Coupe de France en battant, comme on l'a dit tout à l'heure avec Fred, le Stade Rennais. Recevait l'équipe de Bordeaux, un but partout dans cette rencontre, des buts signés Denis Bouanga, 68e minute de jeu, et juste auparavant, Josh Maya avait ouvert la marque pour les Girondins à la 65e minute. Une autre rencontre avait lieu à 17h avec Rennes qui a, on peut le dire, explosé cette équipe de Montpellier, 5-0. Des buts signés Mawassa, un superbe but dès la 9e minute de jeu. Ensuite, c'est Adrien Hunou qui signe un doublé 28e et puis 87e sur penalty. Et il y a également un but de Flavien Tête, un beau but également en 68e minute de jeu, sous un déluge de pluie, car il pleuvait beaucoup du côté de la Bretagne. Et puis Romain Del Castillo, 73e minute de jeu sur penalty, et ça fait 5-0. L'addition est salée pour les hommes de Michel Derzakarian. Dans le grand format à partir de 21h, c'était Lille qui recevait l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, on a trouvé les joueurs un petit peu fatigués dans cette première mi-temps et c'est finalement Loïc Rémy qui va inscrire l'unique but dans cette partie à la 33e minute de jeu suite à une belle combinaison des joueurs de Lille. C'est finalement Loïc Rémy qui termine le travail et il le fait plutôt bien avec, je crois que c'est son 7e but cette saison pour l'attaquant qui était parti du côté de l'Angleterre avant de revenir du côté de la Ligue 1. C'est une excellente chose. Et on va écouter les réactions du côté de Lille avec Christophe Galtier. Il revient sur le fait que c'est une superbe opération pour eux. Et puis Rudy Garcia, on était en mode diesel ce soir. Il faut dire aussi que l'OL a disputé que des gros matchs pour le moment, avec le derby face à l'AS Saint-Etienne, également la Juventus, le Paris Saint-Germain. Donc forcément, à un petit moment donné, peut-être que ça pêche un petit peu physiquement. On va les écouter tous les deux. Oui, c'est une bonne opération pour accroître l'avance sur ceux qui sont derrière et aussi pour rester à la lutte avec Rennes qui a fait un match extraordinaire cet après-midi. On continue notre parcours, notre chemin, notre dynamique et on va bien se préparer pour le prochain match à Brest parce que maintenant on est quasiment dans le sprint, 10 journées de la fin. C'est le sprint, ça va être la bagarre à tous les matchs. C'est un championnat qui est très ouvert. Je disais tout à l'heure, Paris est en finale sur les deux groupes. Beaucoup de gens pensent que Paris va gagner ces deux groupes, même si les matchs ne sont pas joués. Donc il y a beaucoup d'équipes qui espèrent accrocher un ticket pour l'Europe, puisque peut-être que la 5e et 6e place va être européenne. Donc il va y avoir une bagarre intense sur les 10 prochains matchs. On était un peu en mode diesel aujourd'hui, on a souffert du pressing de Lille sur les 30 premières minutes. Après, on a trop joué vers l'arrière aussi, je pense qu'on a favorisé ce pressing. On a commencé à être un peu mieux dans le dernier quart d'heure de la première période et on a eu une belle situation avec Karl Toko Ekambi.
mais on a été quand même évidemment bien mieux en deuxième. On a joué plus vertical, plus vers l'avant. On méritait évidemment pas de gagner, mais je pense qu'on aurait pu revenir avec au moins un point. Et dans les soirées où on peut pas gagner parce que l'adversaire est bon et fait ce qu'il faut aussi, il faut être capable d'égaliser. On a eu ces situations en deuxième période. On n'a malheureusement pas cadré, que ce soit ou Bertrand Traoré ou Bruno Guimaraes, mais voilà, c'est une très mauvaise opération mathématique pour nous cette journée et cette défaite. Mauvaise opération pour les hommes de Rudy Garcia et au classement. Et bien on va voir ça tout de suite avec le Paris Saint-Germain qui est toujours en tête avec 68 points, suivi de Marseille qui est deuxième avec 56 points, troisième Rennes avec 50 points, quatrième Lille 49 points, cinquième Reims avec 41 points. En bas de classement, on retrouve 18e Nîmes qui est barragiste avec 27 points et ensuite on retrouve 19e Amiens 23 points. Et 20e, Toulouse avec 13 points. Au classement des buteurs, Wissam Ben Yedder reprend la tête, était à égalité avec 18 buts avec Kylian Mbappé, l'attaquant du Paris Saint-Germain. Et puis Moussa Dembélé, le Lyonnais, lui en est à 16 buts. Prochain match, prochaine journée, surtout la 29e, ce vendredi 13 mars, avec en ouverture l'Olympique Lyonnais qui recevra le Stade de Reims à 20h45. Alors huis clos, pas huis clos, ben forcément, je pense que ça sera tout à huis clos. Si on s'en réfère à ce qu'a indiqué le gouvernement dans le communiqué aussi de la ministre des Sports. Le samedi, qui est ministre des Sports, Fred ? Alors, Fred, ministre des Sports, c'est qui ? Ministre des Sports. Ah vas-y, dans le micro. Roxana Maracineanu. C'est pas facile à prononcer. Non, c'est pas facile, mais je veux juste savoir si tu savais quand même quel était... Un nom, on va dire, d'origine roumaine, avec un nom... Exactement, et puis... Parce que vous dites que le nom est imprononçable, parce que c'est une prononciation roumaine. Ouais. Bah on arrive. Je ne suis Maracineanu. pas raciste, Maracineanu. Bon, j'espère que je le prononce bien. C'est une championne olympique. Excusez-moi, madame la ministre, si je le prononce mal, mais je pense que c'est comme ça. Bonjour, mais madame la ministre. Bien sûr. Nos respects, bien sûr. Bien sûr. Oh, toi, t'es un peu faux au cul, toi, quand même, hein. Allez, on va... Non, pas de politique. non, c'est pas, on parle pas politique, là, on parle sport. C'était la ministre des Sports. Donc mais... qu'on la salue. Et puis, je vous donne justement le programme de cette 29e journée. On disait donc l'Olympique Lyonnais, Stade de Reims en ouverture à 20h45 ce vendredi 13 mars. Ce samedi 14 mars, poursuite de cette 29e journée avec en match avancé à 17h30 Montpellier qui recevra Marseille, derby du Sud. Et ensuite les autres rencontres à 20h, on retrouvera Brest-Lille. Dijon ira du côté de Strasbourg, Nantes recevra Nîmes, Metz ira du côté de Toulouse, Amiens recevra Angers. Et ce dimanche 15 mars, on clôture cette 29e journée avec à 15h Bordeaux qui recevra Rennes. Et puis à 17h, l'AS Saint-Etienne sera en déplacement du côté de Monaco avant le grand format de cette 29e journée avec le Paris Saint-Germain qui recevra Nice. Un Paris Saint-Germain qui sera peut-être qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions ou pas du tout. Et qui recevra donc le GC Nice au Parc des Princes à partir de 21h. Eh bien, je pense qu'on a tout dit sur ce qu'on pouvait annoncer du côté de la Ligue 1. Moi, je vous propose de passer à la Ligue 2 et puis la page consacrée au Football Club Sochaux-Montbéliard. Puis on reviendra sur les différentes rencontres qui ont eu lieu pour cette 28e journée également. C'est parti Ligue 1, mais avant tout, on va passer à un spot de la région. Vous êtes un citoyen, une association, une entreprise et vous agissez au quotidien pour préserver la biodiversité et lutter contre le réchauffement climatique? Montrez-le autour de vous. La région vous donne la parole du 29 juin au 5 juillet prochain pendant le Festival des solutions écologiques en Bourgogne-Franche-Comté. Organisez un événement près de chez vous et bénéficiez d'une aide de la région jusqu'à 2 000 €. Déposez votre action avant le 20 mars sur jeparticipe.bourgognefranchecomté.fr. jeparticipe.bourgognefranchecomté.fr. On compte sur vous. On compte sur vous. C'était un spot donc de la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est parti, Ligue 2.